Tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. Je suis très heureuse d'animer ce second webinaire pour la région francophone en français de GIGN avec des intervenantes et intervenants de choix. Et excusez-nous. Et juste avant de présenter du coup nos intervenants, je voudrais juste vous préciser que la session va être enregistrée et diffusée ensuite sur YouTube pour ceux qui auraient des problèmes de connexion, et surtout vous inciter à poser le plus de questions possible sur le chat, la petite fenêtre de discussion qui se situe en bas de votre écran. Parce que à la fin du webinaire, on aura une partie de 20 minutes où mon confrère Marc Bouchage vous posera vos questions aux trois intervenants qui répondront dans la mesure du temps que nous avons. Donc, moi, je suis Marthe Rubio, responsable de la région francophone du réseau international de journalisme d'investigation, GIGN. Je suis très heureuse d'accueillir avec nous Jacques Monin, qui est le directeur des enquêtes et de l'investigation à Radio France, Monia Ben Hamadi, qui est la directrice éditoriale d'Intifada, qui est un média tunisien d'investigation, pour ceux qui ne connaissent pas, et Nassir El Mouadem, qui est journaliste indépendante, qui travaille notamment basée en France, et qui travaille notamment pour Mediapart, Les Jours, Bastamag, pour l'Echo, etc. Mais je vous propose qu'on commence directement la session, qui donc est consacrée aux pistes d'enquête sur la pandémie et sur la crise sanitaire. Juste avant de commencer, vous précisez que la semaine prochaine, on a un troisième webinaire en français et gratuit, qui cette fois-ci sera consacré au journalisme scientifique et comment faire pour que les journalistes justement qui n'ont pas de culture scientifique puissent avoir une approche plus scientifique en ce moment. C'est assez important. Comment juger si une étude est fiable ou pas, comment juger du sérieux du travail des chercheurs, etc. Donc, je vous enverrai toutes les informations à l'issue du webinaire. Avec nous, donc, pour commencer, excusez-moi, pour commencer, donc, je voudrais qu'on commence d'abord par aborder la question des chiffres, qui me paraît une question en fait un peu fondamentale en ce moment et depuis le début de la crise. Et finalement, est-ce que c'est si important ou pas, justement? On sait que les chiffres auxquels on a accès sur le nombre de cas, le nombre de décès ne représentent pas la réalité. À quel point c'est important pour vous, et est-ce que vous faites, enfin, pour vous d'essayer d'enquêter justement sur la réalité des chiffres et de montrer en fait qu'il y a une sous-estimation des cas et des décès? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous, de votre côté, chacun d'entre vous avez travaillé là-dessus? Monia, je te propose de commencer. Oui, alors on a tenté, bonjour à tous, on a tenté à Intifada d'avoir justement des chiffres précis par rapport à l'état de l'épidémie, parce que en Tunisie, contrairement à d'autres pays peut-être un peu plus développés entre guillemets, le système de santé n'aurait pas été prêt à soutenir un grand nombre de personnes qui seraient hospitalisées et ou en réanimation. C'est sûr que pour une fois n'est pas coutume, les responsables et les autorités, le ministère de la Santé, l'Observatoire d'infectiologie, ou je sais plus quoi, enfin l'Observatoire en charge de l'épidémie, a communiqué de manière quotidienne depuis la déclaration du premier cas, qui est un cas qu'on dit importé, c'est-à-dire venu de l'étranger. Et ce discours-là a été produit de manière assez présente, c'est-à-dire que la plupart des cas sont importés, c'est-à-dire d'Italie, de France particulièrement, ou d'autres pays comme la Turquie, l'Égypte, etc. Donc ce discours-là de dire qu'il n'y a pas de contamination au niveau horizontal et de transmission qu'ils appellent autochtone. Mais maintenant, les chiffres ne sont pas détaillés et le nombre de tests reste limité, comme dans beaucoup de pays, ce qui nous empêche à peu près d'avoir une vision globale de la politique qui pourrait être menée dans les prochaines semaines, ou en tout cas dans les semaines qui sont passées. Et donc, c'est l'importance d'avoir ces chiffres-là. C'est déjà, bien sûr, cet accès à l'information qui est important, mais aussi de pouvoir
prévoir et de pouvoir de faire en sorte que les autorités rendent des comptes par rapport aux mesures qu'elles ont prises, qui sont pour certaines, qui peuvent être considérées pour certaines comme liberticides et qui mettent aussi en danger beaucoup de populations vulnérables, notamment au niveau socio-économique ou en tout cas en termes de discrimination basée sur le pouvoir d'achat, sur le genre, etc. Donc l'accès aux chiffres et l'accès aux tests nous semblait essentiel et on a essayé de se baser sur le savoir de certains scientifiques, de certains statisticiens, de certaines personnes qui se connaissent un peu en termes d'épidémie, en termes de taux de contagion, etc., pour essayer de voir si ces chiffres-là étaient réalistes, d'une part, et d'autre part, comment selon des comparaisons avec d'autres pays, comment on allait pouvoir gérer ça et est-ce que les décisions qui ont été prises ont été nécessaires ou bonnes, etc., et ont été menées à bien. Donc la question des chiffres est la question primordiale, que ce soit en nombre de cas, en nombre de décès, en nombre d'hospitalisations, mais aussi en nombre de tests et en dispositifs en termes de lits, de réa ou de lits dans les hôpitaux et de masques et de dispositifs médicaux pour le personnel soignant notamment. Jacques, je sais que vous, à la cellule Investigation Radio France, vous avez notamment fait une enquête où vous avez montré, par exemple, que le rassemblement évangélique de Mulhouse, enfin le nombre de cas, en fait, au moment de ce rassemblement avait été largement sous-estimé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous avez travaillé et voilà, pour démontrer ça, en fait? Ben, ce qui nous semblait intéressant, c'était d'essayer de retracer le parcours en fait, de l'explosion de la contamination sur le territoire français. Et c'est vrai qu'en France, on a ce rassemblement évangélique qui est quand même à l'origine de la contamination du Grand Est, mais également de la contamination d'une partie de la région parisienne et de la Corse, notamment la quasi-totalité de la Corse a été contaminée à la suite de ce rassemblement. Donc, il nous semblait qu'il y avait encore des choses à dire là-dessus et qu'il était intéressant, au moment où la crise devenait le plus aiguë possible, de revenir sur cet épisode pour essayer d'en sortir quelque chose, des choses qui n'avaient pas encore été dites. Et effectivement, on s'est rendu compte. Alors, ces chiffres n'ont pas de valeur scientifique en soi, mais quand on interroge les médecins, notamment les médecins généralistes qui ont vu des gens venir dans leur cabinet à ce moment-là, lorsqu'on reconstitue les faits de ce qui s'est passé au cours de ce rassemblement, où ils étaient ensemble, enfin, je veux dire, il y a une vraie proximité assumée et voulue de la nature même de ce qu'était ce rassemblement. Et lorsqu'on écoute aussi l'ARS qui nous a dit des choses qu'elle n'avait pas dites jusqu'à maintenant, on arrive effectivement au chiffre de 2000, c'est-à-dire qu'il y avait 2500 participants et quasiment 2000 contaminations au cours de ce rassemblement. Donc ça permet de prendre la mesure de ce qui s'est passé et de pourquoi tout d'un coup on a cette explosion qui survient dans le Grand Est. Après, si on reste sur le domaine des chiffres, nous, il y a 2 secteurs dans lesquels on a travaillé. On ne peut pas dire que les Français soient avares de chiffres, qu'ils soient fiables ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, depuis le 21 janvier, la Direction générale de la santé fait une communication quotidienne. D'ailleurs, le directeur général de la santé est devenu une espèce de star en France qui, tous les jours, anime cette conférence de presse au cours de laquelle il égrène des chiffres. C'est très intéressant d'ailleurs de revisionner l'ensemble de ces conférences de presse quand on voit d'où on part et où on arrive et comment le discours a évolué, ça dit beaucoup de choses. On a fait des papiers justement à partir simplement de l'analyse de la succession de ces conférences de presse. Mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'effectivement, dans les chiffres français, contrairement à l'Italie, le nombre de morts en EHPAD, par exemple, n'avait pas été intégré. Alors, il l'est maintenant, mais on sait très bien qu'il est sous-estimé dans la mesure où il y a énormément de personnes âgées qui sont mortes et qui n'ont pas été diagnostiquées Covid ou qui ont été diagnostiquées par la suite et qui n'ont pas été comptabilisées dans les chiffres. Mais au moment où on a fait notre enquête justement pour montrer que les chiffres français ne correspondaient pas ou sous-estimaient en tout cas la réalité de la situation, on s'est fait quelque part griller par la Direction générale de la santé puisque on a fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on leur a soumis nos questions et nos observations pour leur demander de répondre au nom du principe du contradictoire. Et l'après-midi même, alors qu'on avait envoyé nos questions la veille, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, dans sa conférence de presse, a dit à partir de maintenant, nous allons comptabiliser les EHPAD, etc. Donc il nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais je pense qu'on a joué un rôle en fait dans la prise en compte de cette contamination des EHPAD dans les comptes totaux. Et puis le troisième sujet sur lequel on a travaillé,
en matière de chiffres, c'est les contaminations dans les conseils municipaux. Puisque en France, il y a une des caractéristiques de la France, c'est qu'il y a eu des élections, un premier tour des élections municipales, juste au moment où on était en pleine crise et quelques jours avant, 2 jours avant, en fait, le confinement total de la population. Et on se rend compte, et là c'est intéressant justement, c'est là que l'investigation est intéressante parce qu'on n'est pas sur l'actualité, mais on travaille a posteriori, mais pour essayer de voir ce qu'on n'a pas vu à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a énormément de conseils municipaux en France qui ont été décimés, c'est peut-être un mot fort, mais il y a une commune dans laquelle le maire est mort, le premier adjoint est contaminé, il y a une dizaine d'adjoints contaminés, et on se rend compte, ou ils se rendent compte eux-mêmes que les gestes barrières n'étaient pas respectés au moment du scrutin, et donc il y a eu énormément de contamination à ce moment-là. Et la difficulté là, c'est d'obtenir des chiffres officiels qui n'existent pas. Nous, on a eu recours à notre réseau des 44 radios locales de Radio France pour faire un peu un tour de France où on s'est rendu compte que dans toutes les régions, on arrivait à identifier le même type de situation, même si tout le monde n'est pas mort, heureusement. Mais du coup, la matière première, du coup, pour avoir accès aux chiffres, justement, c'est quoi? Enfin, c'est la presse locale, Alors là, on ne peut pas donner de chiffres, et d'ailleurs, on s'est refusé à donner un chiffre. En revanche, on est capable de dire qu'on peut identifier dans toutes les régions françaises un certain nombre de conseils municipaux dans lesquels le maire a été contaminé, des adjoints ont été contaminés et des électeurs ont été contaminés, puisque les choses se sont passées. Il suffit de regarder, d'ailleurs, c'est marrant, mais en faisant une étude de Twitter, on voit très bien les vidéos ou les photos qui sont prises soit au moment du scrutin, soit au moment du dépouillement, soit au moment du transfert des urnes. On voit que les gens se serrent les uns contre les autres, s'embrassent, se tiennent la main. Enfin bon, on voit très bien que tous les gestes barrières qui étaient préconisés dans le discours du président de la République le jeudi précédent n'étaient pas mis en application. Donc ça, on peut l'établir. On peut établir qu'il y a eu des contaminations, et sans doute très nombreuses, au moment du scrutin. Après, le problème, c'est que ni le ministère de l'Intérieur, ni l'Association des maires de France n'a fait cette comptabilité-là. Et nous, l'affaire sur 90 000 communes, ce sera un travail de titan qui prendrait plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, ouais. on n'est pas en mesure de le faire. C'est un travail de titan, mais c'est un travail qui est quand même nécessaire pour montrer qu'on est là. C'est intéressant de faire, mais c'est quasiment un travail universitaire maintenant qu'il faudrait faire dans la durée pour avoir une vision réelle. Mais le problème, c'est que le ministère de l'Intérieur, je pense aujourd'hui, n'a pas intérêt non plus à tenir ce type de comptabilité, parce que s'il arrivait à démontrer que le nombre de contaminations a explosé après le premier tour, il se trouverait dans la situation où finalement il a encouragé les gens à aller voter et donc à se mettre même en danger. Ça paraît compliqué, quoi. Et l'Association des maires de France n'a pas non plus intérêt à tenir ce type de décompte, puisqu'on se souvient que François Baroin notamment, qui est le président de cette association, est l'un de ceux qui a fait pression sur Emmanuel Macron pour qu'il maintienne le premier tour des municipales. Donc là, effectivement, il y a un travail de titan et de fourmi à faire. Nous, on a juste esquissé la chose, mais il y aurait quelque chose de plus scientifique à réaliser. Mais Nassira, du coup, toi, tu as fait un peu ce travail-là aussi sur les EHPAD dans un papier qui a été publié dans Mediapart, justement, où tu as essayé de montrer comment le recensement des décès a été fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui. En fait, un des matériaux qui a été extrêmement important pour moi, mais je pense pour un certain nombre de journalistes, c'est la presse quotidienne régionale. On a tendance un petit peu à mépriser du haut de notre parisianisme, mais à mon avis, qui a joué un rôle fondamental pour la prise en compte et la prise de conscience sur la question des EHPAD. Les premiers papiers... donc les maisons de retraite. Oui, pardon. C'est moi, je n'ai pas précisé. Oui, en fait, les établissements qui hébergent les personnes âgées plus ou moins dépendantes. Et en fait, les premiers papiers qui recensent un peu des situations et de contamination et puis ensuite de décès de personnes âgées dans les maisons de retraite, ils commencent dès la mi-mars. Donc, en fait, bien avant la communication officielle du directeur général de la santé, qui, à ce sujet-là, précisément sur la question du recensement des EHPAD, commence le 2 avril. Donc, ça a été un matériel extrêmement important, en tout cas pour moi, pour ce papier. Ce papier, en fait, c'était tout simplement de tenter de comprendre comment on recensait les décès dans les EHPAD. Puisqu'il y a eu cette communication du 2 avril qui a démarré le 2 avril par Jérôme Salomon, donc le directeur général de la santé. Mais l'idée, c'était de savoir comment, en fait, tout simplement, le ministère de la Santé français organisait ce recensement. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que, et là, pour moi, c'est quand même assez dingue sur la question de la gestion de la crise sanitaire par les autorités françaises, c'est que jusqu'au 28 mars, précisément, il n'y avait aucun outil national
pour répertorier, pour recenser les décès dans les EHPAD. C'est-à-dire que dans le système hospitalier, il y a un outil qui est un outil centralisé qui permet à l'ensemble des hôpitaux de France, publics et privés, de pouvoir faire remonter les données de manière verticale jusqu'au ministère de la Santé. En revanche, s'agissant des EHPAD, cet outil n'existait pas. Alors, la justification du ministère de la Santé, elle peut s'entendre. Ils expliquent que les EHPAD n'ont pas de connexion directe avec le ministère de la Santé, qu'il y a tout un tas d'EHPAD, qu'il y a des maisons de retraite qui sont publiques, départementales, municipales, qu'il y en a d'autres qui sont privées, liées à des grands groupes comme Corian, comme Orpea ou d'autres, et puis ensuite des maisons de retraite plus petites. Mais voilà, il s'avère que les personnes âgées, et c'est le Haut Conseil à la santé publique qui le dit, ce sont les personnes, en tout cas ça fait partie du panel de personnes à partir de 75 ans qui sont les plus exposées au coronavirus et qui sont celles qui sont les plus fragilisées par rapport à ce virus, avec d'autres pathologies aussi. Et donc, on s'étonne de se dire que le gouvernement français n'a pas pris la mesure de ce public en se disant, dès le départ de l'épidémie, ou en tout cas dans le courant du mois de mars, qu'il fallait mettre en place assez vite un outil pour pouvoir recenser à la fois et les contaminations dans les EHPAD et la question des décès. Il y a un contexte aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, nous avons vécu la canicule de 2003, qui a été un tsunami pour à la fois les autorités sanitaires et puis pour l'ensemble de la société française. Et on aurait pu croire que ce qui s'est passé, l'expérience malheureuse de cette canicule en 2003 qui a décimé un certain nombre de personnes âgées, aurait pu donc permettre aux autorités sanitaires de mettre en place des outils nécessaires pour pouvoir justement faire ce travail de recensement. Et on se rend compte qu'en fait, il a fallu attendre le 28 mars, soit un mois précisément après le début de la communication officielle du gouvernement français sur la question de la contamination du coronavirus, pour avoir cet outil-là et donc pour pouvoir communiquer à l'ensemble du public la question de la contamination dans les EHPAD. Merci. À travers vos discours à tous les trois, on voit que quelque chose de vraiment crucial, en fait, surtout dans le métier des journalistes, c'est donc de décrypter la communication officielle et de vraiment aller derrière, de gratter derrière ce que les annonces des différentes agences gouvernementales, etc. Et un des procédés qui a été repris, que vous avez fait à Intifada, la cellule d'investigation de Radio France et dans d'autres médias, c'est vraiment de faire des espèces de chronologie des recommandations et des mesures qui ont été prises, de ce qu'on savait, de ce qu'on ne savait pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez travaillé là-dessus et votre démarche, en fait? Parce que c'est surtout autre chose. Monia, à Intifada, vous avez publié un article, du coup, qui est c'est presque plus du journalisme explicatif que de l'enquête. Il y a une dimension très pédagogique aussi dans le fait d'expliquer quelles ont été les mesures, comment elles ont été prises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce papier-là? Oui, parce que on parle souvent d'investigation, c'est-à-dire que aller voir des choses cachées et aller essayer de fouiller, de tirer des ficelles, etc. Pour pouvoir, et ça c'est très important, et d'ailleurs c'est ce qu'on a envie de faire notamment sur la question des masques qui pose beaucoup de problèmes en Tunisie, mais aussi tout d'abord comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que ça fait partie, c'est une grande partie de notre travail, c'est d'expliquer grâce à différents moyens, c'est d'expliquer les problématiques. C'est-à-dire que quand les officiels, par exemple, disent voilà, on fait suffisamment de tests, c'est-à-dire que par exemple au début on devait être à 100 ou 200 tests par jour. On est monté hier à plus de 1000 tests quotidiens, ce qui est encore très très peu par rapport à de nombreux pays. Et le discours officiel, comme pour les masques d'ailleurs, mais bien sûr les responsables se contredisent souvent, c'est de dire on n'a pas besoin de faire plus parce que nous adoptons la politique les recommandations de l'OMS qui nous disent de tester les cas suspects et leurs contacts, c'est-à-dire de faire du tracing, de voir les chaînes de transmission par rapport à leurs contacts. Ce qu'on a vu dans de nombreux pays, notamment en Allemagne ou en Corée du Sud ou ailleurs, c'est que la propagation était plus élevée que ça, les chiffres réels sont plus élevés que ça, et que les personnes asymptomatiques, ou en tout cas qui sortent des radars, ne sont pas testées et sont potentiellement dangereuses pour la propagation de l'épidémie. Donc, on a voulu
avec en fait un article explicatif sur quelles sont les raisons réelles qui font que l'État tunisien, en tout cas, ne fait pas suffisamment de tests. C'est avant tout une question d'anticipation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément anticipé la nécessité que ce soit de produire ou alors d'importer de manière précoce, c'est-à-dire quand c'est encore disponible, les tests en question. C'est aussi une question d'infrastructure. On n'a pas suffisamment de laboratoires qui ont des mesures de sécurité suffisantes pour faire les tests dits PCR, c'est-à-dire les tests de référence qui lisent l'ARN du virus. On n'a pas suffisamment de machines, on n'a pas suffisamment de réactifs qui sont importés d'autres pays, notamment la Chine ou d'autres pays européens. C'est-à-dire que ça, les autorités ne le disent pas. Et aussi, ça, beaucoup de chercheurs nous l'ont dit, c'est-à-dire qu'il y a des questions d'ego et de non-respect de certaines mesures de sécurité, notamment dans certains laboratoires, et d'ego par rapport à quel laboratoire est référence par rapport à l'autre et qui va avoir, on va dire, la responsabilité d'analyser ce type de test. Donc, c'est des guéguerres entre laboratoires, c'est entre hôpitaux, entre laboratoires, c'est ne pas faire confiance à certains laboratoires dans les régions, c'est aussi une question de régionalisme, c'est ne pas avoir les machines suffisantes pour effectuer ce genre de tests, et c'est ne pas avoir anticipé pour pouvoir importer plus tôt. C'est-à-dire que, par exemple, quand il disait au début que les tests ne servaient à rien et que par la suite, il y a eu cette situation complètement ubuesque de commande de tests dits rapides de Chine où un gros avion de Tunisair a décollé de Tunis-Carthage pour aller, pour la première fois de l'histoire de Tunisair, pour aller directement en Chine et qui a dû faire demi-tour au-dessus de l'Italie ou au-dessus de Malte ou je ne sais plus, parce que, selon eux, parce que la commande n'était pas encore prête. Enfin, cette livraison-là, notamment de 400 000 tests dits rapides sérologiques, tarde encore, c'est-à-dire que je crois qu'elle doit arriver aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, on nous dit que ça tarde. Et la commande avait été faite fin mars, c'est-à-dire qu'avant ça, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont quasiment rien fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé d'anticiper ça, comme beaucoup d'autres pays, notamment la France, en disant que ça ne servait à rien de tester tout le monde. Et encore aujourd'hui, on a tout le monde, un grand nombre de la population, notamment le personnel soignant, les personnes les plus à risque, etc., et des personnes qui sont en contact et asymptomatiques, pour pouvoir permettre le déconfinement. En fait, la question est nécessaire pour la suite des événements et pour cacher cette absence de moyens qu'a l'État tunisien, ils ont, comme le discours qu'ils ont sur les masques, ils disent que ce n'était pas nécessaire. Sauf que la contradiction, c'est là où on peut faire, comme vous disiez tout à l'heure, c'est bien de retracer les discours dans le temps, parce qu'ils évoluent dans le temps et ils sont très, très contradictoires dans le temps. Et ça aussi, c'est un travail d'explication qui doit être fait pour mettre les gens face à leurs responsabilités. D'accord, en Tunisie, on n'est pas dans une crise sanitaire telle que d'autres pays, etc., mais c'est quand même assez grave parce que les mesures qui ont été prises sont assez graves pour beaucoup de personnes, des populations vulnérables, et que ça doit être expliqué et les personnes doivent rendre compte par rapport à ça. Oui, à la cellule investigation de Radio France, vous avez aussi fait ce travail de chronologie. Et sur la question des stocks aussi, vous avez fait une enquête qui montre que la France avait une usine en Bretagne qui produisait de nombreux masques qui justement étaient délocalisés apparemment en Tunisie. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Jacques ? Oui, peut-être juste rebondir quand même sur ce que vient de dire Monia. Moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire, je pense que les gens sont capables d'entendre qu'on peut être dépassé par une situation qu'on n'avait pas prévue, avec un virus qu'on ne connaît pas, dont on apprend à connaître les travers au jour le jour, qui nous arrive sur la tronche, sachant que les Chinois eux-mêmes nous ont menti sur leurs propres chiffres. C'est-à-dire que quand on regardait ça de loin en décembre dernier, on n'avait pas forcément conscience. Quand on voit des chiffres de 3 000 morts, par exemple, alors qu'on est à 20 000 en France, il y a un truc qui ne va pas. Donc, ce n'est pas pour paraphraser Macron là-dessus, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, on peut l'entendre. Et moi, je pense qu'on peut même entendre que
bah, c'est vrai, quand il y a eu un premier cas, on s'est dit que c'était quelqu'un qui revenait de Chine, on pensait l'avoir circonscrit, on pensait avoir identifié les personnes contacts. L'expérience des précédentes crises H1N1, etc., ont montré que finalement, quand on disait le pire, ça n'arrivait pas. Donc je peux comprendre qu'on ait été pris de court par quelque chose qui fasse qu'à un moment donné, on soit dans l'improvisation. Même si l'improvisation peut être coupable, mais elle peut être compréhensible. En revanche, ce qui est plus difficile, je pense, à accepter, c'est qu'effectivement, on adapte le discours à une réalité pour le faire coller à quelque chose qui est faux et où on nous raconte des cracks. Et c'est là qu'est le problème. Et l'analyse, effectivement, de la chronologie des conférences de presse le montre très, très bien. C'est-à-dire qu'on voit très bien que sous Buzyn, elle démarre le 21 janvier, sous Buzyn, il n'est quasiment jamais question des masques. Et c'est encore le moment où il n'y a pas de cas, puis peu de cas, puis un premier cas autochtone, puis un deuxième cas autochtone, puis 10 cas, mais on est encore dans une situation où on pense qu'on va pouvoir contenir l'épidémie en France. Et puis arrive Véran, et Véran fait une première conférence de presse fin février, au cours de laquelle il dit, Véran, donc le ministre de la Santé en France, hein, pardon, pour ceux qui... Véran dit, oui, on a compris qu'il y a un problème avec les masques, et donc on lance. Alors, on ne sait pas exactement s'il dit on va lancer ou on a lancé ou on lance, mais donc des commandes pour faire venir des masques. Et donc là, on en déduit, bon, ben, ça y est, on est en train de lancer une machine qui avait du retard à l'allumage. Et Véran refait une conférence de presse fin mars, au cours de laquelle il dit, dès janvier, nous avions pris conscience de la difficulté des masques, etc. Et c'est pour ça que nous avions pris déjà les premières décisions pour faire face à la crise. De la même manière qu'on nous disait au début, les masques, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on nous dit que ça va être obligatoire dans les transports. Donc, on se rend compte, qu'on a adapté le discours à la crise, c'est-à-dire il n'était pas question de dire qu'on n'avait pas assez de masques parce que c'était une façon de reconnaître qu'on n'a pas fait le boulot correctement, qu'on s'est laissé dépasser et on n'est pas capable d'en donner à la population. Donc, on ne peut pas dire à la population c'est utile pour vous protéger, mais on n'est pas foutu de vous en donner. Donc, on a préféré dire un masque, ça ne sert à rien, ce qui était un mensonge. Et ensuite, on a menti sur des commandes qui n'ont jamais existé. Enfin, nous, on a cherché la trace de ces commandes. Alors, peut-être qu'on finira par les trouver. Mais sur janvier, toutes nos demandes sont restées sans réponse. Et pour l'instant, il n'y a aucune trace de commande de masques sur la période de janvier qui correspondent à ce que disait Véran fin mars. Donc là, il y a quand même un souci dans le discours. Après, sur l'usine de masques, etc., alors nous, on a aussi beaucoup creusé le sujet qui était comment... Parce qu'on part effectivement d'une épidémie qui est H1N1 d'une ministre de la Santé qui est Roselyne Bachelot, qui constitue à travers un organisme qui s'appelait l'EPRUS, qui était justement en charge de la protection de la population et de la stratégie de protection de la population, qui constitue un stock de masques absolument phénoménal, hein, puisqu'on est quasiment à 2 milliards de masques il y a encore quelques années de ça. On arrive à une ministre de la Santé sous François Hollande qui s'appelle Marisol Touraine. On se retrouve à 700 millions de masques. Alors, elle nous dit, à l'époque, on avait encore suffisamment, etc. Quand on regarde dans le détail, ce n'est pas si simple, parce que 700 millions, il y a quasiment déjà plus de FFP2, mais il n'y a plus que des masques chirurgicaux. Donc déjà, il y a un problème, puisque les meilleurs masques, c'est quand même les FFP2. Et puis arrive Buzyn, et sous Buzyn, dans l'espace de 3 ans, on passe de 700 millions de masques à 117 millions de masques. Et là, on se retrouve à la rue, on n'a plus rien, quoi. Et là, il y a encore un chaînon manquant sur lequel on continue de travailler, et je pense que tout le monde continue de travailler, c'est comment on est passé de 700 millions à 117 millions avec une communication là-dessus qui est absolument muette. Hein. C'est-à-dire que... Et personne ne veut... Parce que tout le monde est coupable, en fait. Tout le monde est coupable. Enfin, Marisol Touraine, c'était la présidence Hollande. Ensuite, on a la présidence Macron. Et donc, personne n'a envie d'en parler. Mais voilà, et non seulement on a réduit donc notre stock stratégique pour arriver finalement à une peau de chagrin, et puis manque d'anticipation, et on se retrouve dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, mais on a fait pire que ça, puisqu'on avait des usines, notamment une usine à Plaintel en Bretagne, qui fabriquait 200 millions de masques par an pour approvisionner les stocks stratégiques de la France. Sauf que quand l'EPRUS a été supprimé pour qu'on crée cet organisme qui s'appelle Santé publique France et qui n'avait pas du tout la même culture de stratégique et de protection de la population, et bien à ce moment-là, on a décidé qu'on n'avait plus besoin d'autant de masques. C'est là qu'on a commencé à faire réduire le stock. Et donc, cette usine, effectivement, a été rachetée par Honeywell, décentralisée en Tunisie, et puis on a fini par la fermer en 2019. Et on a détruit le matériel de production. Et on se retrouve dans un paradoxe où aujourd'hui, on a effectivement un président. Alors ok, on découvre des choses en avance en marchant, mais un président qui nous dit qu'il faut restaurer la souveraineté française en matière de production d'outils de protection en matière de santé publique, alors qu'il y a encore 2 ans, on disposait de ces outils-là, mais qu'on les a détruits, quoi.
Merci. Nassira, je crois que tu voulais ajouter quelque chose sur les EHPAD et je me disais que tu pourrais peut-être enchaîner avec, en nous parlant du papier que tu as fait sur, où tu montres comment la grande distribution en fait, commercialise des produits enfin, en gros des livres ou des produits de jardinage, alors que les librairies étaient obligées d'être fermées au début du confinement, ce qui montre un espèce de décalage dans le respect des règles et un détournement des règles. Ouais, juste sur les EHPAD, je voulais juste te dire qu'il y avait des difficultés à accéder aux informations, même si le gouvernement a commencé à communiquer autour de la question des EHPAD, donc des maisons de retraite, le 2 avril. C'est jamais irrégulier, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on n'a pas le chiffre. Alors, on parle des maisons de retraite, mais c'est valable aussi pour les établissements médico-sociaux, donc ceux qui accueillent des personnes, par exemple, en situation de handicap. Ça aussi, c'est des chiffres qu'on a du mal à avoir, ou quand on les a, c'est de manière parcellaire. Donc, il y a cette question-là de la régularité des chiffres. Et puis, il y a aussi la communication des établissements en question, et notamment les fameux grands groupes privés qui ont le marché des résidences seniors médicalisées. Qui elles aussi ont beaucoup de mal à communiquer en analyse, mais aussi vis-à-vis des familles. C'est-à-dire que les familles ont elles-mêmes du mal à savoir exactement la situation à l'intérieur de l'EHPAD où se trouve le grand-père, la grand-mère, le papa, la maman, à la fois sur la situation globale de l'établissement, mais aussi même sur l'état de santé de leurs proches. Et ça, c'est quand même plus grave. Mais toujours est-il que, par exemple, le chiffre qui nous est donné par le ministère de la Santé sur les EHPAD, par exemple, du directeur général de la Santé, il ne nous donne pas un chiffre précis. Il ne nous donne pas un chiffre précis, sur les établissements de manière très précise et détaillée. C'est-à-dire que quand le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, nous donne un chiffre global, on est incapable, et le gouvernement d'ailleurs ne le fait pas, de savoir où sont les décès, où sont les contaminations. On ne nous donne pas cette information, on ne nous dit pas, voilà, tel EHPAD dans tel département, dans telle commune, etc. Ça, c'est aussi une information qui manque, alors même qu'on est capable de nous le donner, par exemple, pour les hôpitaux publics. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, du coup, quand on a un matériel à disposition qui est le matériel de nos propres recherches, de nos propres enquêtes, de contamination dans certains EHPAD, de décès dans certains EHPAD, et aussi le matériel qui est récupéré par les consoeurs et les confrères dans la presse régionale, eh bien, on ne peut pas le vérifier avec les chiffres qui nous sont donnés par le gouvernement, et ça, c'est un véritable problème. Sur l'enquête par rapport à la grande distribution. Alors, c'était une enquête quasiment tout début de confinement. Donc, en France, le confinement est décidé le 16 mars. Et il y a un arrêté qui est pris et qui donne en fait la possibilité à un certain nombre de commerces de continuer à ouvrir sous certaines conditions, et notamment les commerces dits de première nécessité, les commerces dits essentiels. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est assez facile à comprendre, c'est que la grande distribution, donc les grandes surfaces, c'est-à-dire les hypermarchés, les supermarchés, donc Auchan, Leclerc, Carrefour, la situation, mais de par leur gabarit, parce qu'ils vendent à la fois effectivement des matières de première nécessité, donc en fait ils vendent aussi plein d'autres choses. Ils vendent évidemment du culturel, du textile, etc. Or, les commerces, les petits commerces qu'on dit de proximité dans le centre-ville, mais aussi les petites enseignes qui sont spécialisées dans ces ventes-là, eh bien, eux, pour la plupart d'entre eux, sont obligés de fermer à cause de cet arrêté-là. Et donc, on se retrouve effectivement avec une distorsion de concurrence qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que la grande distribution, elle fait ce qu'elle fait comme business, mais il s'avère qu'elle a un avantage concurrentiel absolument phénoménal sur les autres. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était valable il y a encore quelques semaines. Là, les taux sont en train de se desserrer puisqu'il y a des subterfuges qui sont trouvés par les commerces, des drives, des ventes à emporter qui font que certains réussissent un petit peu à avoir un peu d'air. Mais c'est vrai que tous les salariés à qui j'ai parlé
dans les supermarchés nous disaient que, notamment sur la vente de livres, de parascolaires, de petits cahiers pour les enfants, ils ont fait, je ne sais plus quels étaient les chiffres, mais un pourcentage en plus par rapport à la même époque l'année dernière qui était fulgurant. Merci. Avant d'enchaîner, juste vous rappeler qu'il reste 20 minutes de webinaire, donc c'est le moment de poser des questions si vous en avez. Justement sur la question toujours sur les inégalités, vous avez publié aussi un papier à Intifada, alors je ne sais plus comment ça s'appelle le nom de la rubrique, mais sur le porte-monnaie, en gros un peu inspiré de la même rubrique sur le 89, le porte-monnaie d'une aide ménagère qui doit être confinée, qui travaille en fait au black, au noir, et du coup n'a pas de rémunération. C'est important aussi de parler de ces inégalités, peut-être que c'est un peu moins de l'enquête, mais des inégalités sociales face à la situation en ce moment. Monia, tu peux nous en parler un peu? Oui, juste un petit point par rapport à l'importance de la transparence sur les chiffres et sur les capacités. C'est un point très important sur lequel on travaille actuellement à Intifada. Je parlais tout à l'heure des tests, et la question des masques est aussi très importante. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le chef du gouvernement s'est donné les pleins pouvoirs grâce à un vote de l'Assemblée. Et c'est-à-dire qu'il peut gouverner par décret-loi. Et c'est-à-dire qu'il peut décider de faire des marchés de gré à gré et de ne pas respecter certaines procédures et certaines règles. Et maintenant, c'est justifié par rapport, par exemple, à des conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'un député qui a une entreprise qui vend des masques a été appelé par le ministre du Commerce pour produire 2 millions de masques. Et le chef du gouvernement en question a limite, excusez-moi du terme, engueulé les journalistes qui lui posaient la question et les téléspectateurs par ailleurs, en leur disant que ce n'était pas le moment d'avoir ce genre de problématique, que eux, leur priorité, c'était d'avoir des masques, et donc que peu importe les moyens, en gros, la fin justifie les moyens. Et ça, c'est incompréhensible quand, il y a 2 semaines encore ou 3 semaines, on vous disait que les masques n'étaient pas nécessaires et ne servaient à rien, et que les masques chirurgicaux ne devaient être que pour le personnel soignant, etc. Donc, c'est très, très important de pouvoir suivre ça. Par rapport, évidemment, il n'y a pas que les questions liées aux dispositifs et aux équipements et aux moyens que mettent les États pour faire face à l'épidémie. Il y a la question qui va être primordiale là dans les prochaines semaines au moins, voire les prochains mois, voire années. On ne sait pas comment vont réagir les dominants par rapport à cette crise, mais qui est la crise économique à venir. Et qui est visible aujourd'hui. Enfin, les personnes les plus vulnérables sont directement touchées par cette crise-là. Donc, l'équivalent, oui, de votre porte-monnaie au rayon X de rue 89, qui s'appelle Stouchi, qui veut dire porte-monnaie en tunisien, sur Intifada, c'est vraiment très basique, c'est-à-dire là, pour le coup, sur la crise du Covid-19, c'est de voir la différence entre aujourd'hui et avant, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le secteur informel, par exemple, qui travaillent comme aide ménagère ou qui travaillent comme ouvriers journaliers ou qui travaillent comme aussi freelance et qui travaillent, parce que même les journalistes freelance ici peuvent rarement faire des patentes et se retrouvent dans des situations très, très complexes pour leur situation économique, les artistes, secteur culturel, etc. Et donc, ce genre de format, on va dire, qui est assez simple, permet d'avoir une vision. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'opinion publique, il y avait beaucoup de critiques par rapport au non-respect du confinement, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Mais quand on voit des ouvrières agricoles qui sont obligées d'aller sur les champs, entassées les unes sur les autres dans des camionnettes de fortune pour pouvoir aller avoir leurs 10 dinars, l'équivalent de 3 euros ou 3,50 € par jour, c'est difficilement critiquable et l'État ne fait pas forcément son travail pour intégrer le secteur informel dans la comptabilisation des aides qui ont été distribuées et qui sont en train d'être distribuées aux plus démunis. C'est-à-dire que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on est en train de faire des bases de données de personnes qui touchent moins de 200 dinars par mois, etc. C'est-à-dire que même pas 70 € ou 60 € par mois pour pouvoir distribuer ces aides-là, et d'ailleurs d'une manière
un peu aléatoire, c'est-à-dire en distribuant ces aides à la poste, etc., on a fait en sorte de faire rassembler des gens dans des mêmes lieux, ce qui était très grave, ce qui aurait pu être très grave ou ce qui sera peut-être très grave pour la propagation de l'épidémie. Donc, ces questions socio-économiques et notamment l'impact qu'a déjà, mais que va avoir surtout cette crise-là, c'est-à-dire qu'en termes de dette, en termes de licenciements, en termes de faillite de petites entreprises, etc., et en termes de redistribution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on demande aux salariés, comme toujours, parce que c'est ceux qui sont prélevés à la source, de donner un ou plusieurs jours de leur salaire pour l'effort national. Sauf que, comme souvent, les grandes entreprises sont celles qui payent le moins d'impôts relativement et celles qui font le plus d'évasion fiscale, etc. Donc tout ça est lié. Donc oui, on peut partir d'un sujet on va dire facile comme le porte-monnaie, etc., mais aussi élargir à des sujets beaucoup plus complexes et qui montrent en fait que le système de domination n'est toujours pas mort et que le backlash par la suite va être beaucoup plus violent. Pardon. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de questions. Marc, est-ce qu'on a des questions pour la fin du webinaire ou... Alors, il n'y a pas de question. On a une réaction que je peux par contre vous partager, qui est celle d'un journaliste togolais qui explique que le seul hôpital qui soigne les personnes atteintes et malades du Covid-19 dans le pays est inaccessible pour lui. Même la source avec laquelle il a l'habitude de travailler, qui est à l'intérieur de l'hôpital, elle refuse de lui parler, elle a peur de lui répondre. Du coup, il explique qu'il n'y a du coup aucun article sur ce qui se fait comme traitement au sein de l'hôpital ou ce qui se passe à l'intérieur, en tout cas, du centre. Donc, voilà, il nous parle de ses difficultés à lui de travailler sur place. Je ne sais pas si ça suscite un commentaire chez les trois intervenants. Ça nous rappelle qu'on est dans un pays où il est quand même beaucoup plus facile de travailler que dans d'autres. Et où, quoi qu'on en pense, je veux dire, on ne vit pas sous la menace. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays, mais ça, j'allais dire, rien de nouveau sous le soleil. C'est aussi le cas, même hors temps de crise, malheureusement. Est-ce qu'éventuellement vous auriez un conseil à lui donner comment est-ce qu'on peut travailler justement quand il n'est pas possible d'avoir accès et à l'hôpital et aux sources? C'est extrêmement compliqué. D'abord parce que nous, on est assis sur notre fauteuil et on ne risque rien, alors qu'il y a des pays dans lesquels on risque sa vie en travaillant. Donc, je me garderai bien de donner un conseil. Voilà, nous, non, ce qu'on peut partager, c'est qu'on a une forme de difficulté aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir, qui est sans commune mesure, qui est qu'on travaille effectivement, nous aussi, j'imagine c'est pareil pour tout le monde en télétravail, que nos équipes sont éclatées et que nos sources, on n'a plus accès direct à nos sources. Et dans l'investigation, on sait combien c'est important aussi le rapport personnel qu'on peut avoir avec les gens et les rencontres informelles qu'on peut avoir avec elles. Tout ça n'existe plus, tout ça se fait par téléphone. Forcément, un téléphone peut être enregistré, donc le rapport de confiance n'est plus aussi simple qu'avant. Mais voilà, non, franchement, je ne veux pas me mettre à la place de personnes qui sont dans des pays où effectivement c'est beaucoup plus compliqué et j'ai aucune baguette magique qui permettrait de débloquer ce type de problème. Merci beaucoup. Je ne sais pas, du coup, vu qu'on a encore un tout petit peu de temps, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous paraissent importants d'aborder, qu'on n'aurait pas abordé là pendant la session Alors, peut-être, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais peut-être parce qu'il y a un sujet qui nous tenait à cœur, qui est de revenir au cœur, enfin à l'origine de l'épidémie. Donc, on a travaillé sur le fameux laboratoire, le P4, ce laboratoire chinois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi aujourd'hui que dans ce qu'on écrit, l'impact de ce qu'on écrit est fonction aussi du fantasme qu'ont les gens sur ce qu'on est en train de vivre. Et autour du P4, il y a énormément de spéculations sur le virus, a-t-il été fabriqué par l'homme, etc. Et on s'est rendu compte que c'est un des papiers qui a fait le plus d'audience, mais peut-être malheureusement quelque part, parce qu'en fait, on l'a vu dans les réactions sur les réseaux sociaux et via la médiatrice de Radio France qui réceptionne tous les messages des auditeurs et des internautes, que beaucoup de gens ont cru voir dans ce papier la confirmation que le virus était d'origine humaine, ce qui n'est absolument pas l'objet du papier.
certes, dans le papier, on montre que ce laboratoire a échappé aux Français. C'est intéressant parce que c'est une co-construction franco-chinoise, ce laboratoire à l'origine. Wuhan est une ville extrêmement française et dans laquelle la France était très impliquée dans de nombreux chantiers, beaucoup d'entreprises. Et ce laboratoire a été voulu, initié sous Jacques Chirac, finalisé sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande encore. Bernard Cazeneuve est allé là-bas pour lancer des coopérations qui n'ont jamais eu lieu. C'est-à-dire Alain Mérieux, qui est un peu le père aussi de ce bébé-là, voulait qu'il y ait vraiment une coopération étroite entre son P4 de Lyon et ce laboratoire de Wuhan. Ça n'a jamais pu fonctionner. La France a voulu monter des programmes de recherche, envoyer des formateurs là-bas pour les renforcer la sécurité, etc. Ça n'a jamais eu lieu et les Chinois ont repris le contrôle total de ce laboratoire dans lequel ils travaillent dans l'opacité la plus totale. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a suspicion. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on y a fabriqué le virus. Moi, je pense même qu'on n'y a pas fabriqué le virus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, les réactions montrent que et la fachosphère et la sphère complotiste s'est jetée sur ce papier parce que tout d'un coup, il y a vu du grain à moudre pour conforter ses propres certitudes, qui ne sont que des croyances qui ne sont pas étayées scientifiquement. Et a contrario, les gens qui avaient envie d'avoir des informations factuelles sur ce qu'était ce laboratoire, quelle était son histoire, qui était impliqué dedans et quelles sont les zones d'ombre, y ont trouvé aussi un papier documenté qui était intéressant parce qu'il permettait d'éclairer la genèse de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et voilà, moi, c'est ça qui me sidère aussi, c'est de voir comment sur les réseaux sociaux, le tout et le n'importe quoi aussi alimente les fantasmes. Et d'où l'intérêt aussi je pense, l'intérêt de ce qu'on fait, quoi. Oui, d'où l'importance de ce que vous faites et de notre travail. Marc, je vois qu'on a eu deux nouvelles questions. Oui, donc on a des nouvelles questions. Alors, en France, à quelles informations venant des pouvoirs publics peut-on se fier? Doit-on remettre en question tout ce qui est communiqué? Et ça rejoint peut-être un peu ce qui est en train de se passer. Les journalistes de Mediapart et de la cellule d'investigation de Radio France, dès que le gouvernement ne répond pas à toutes les questions, Mediapart se plaint de dire qu'ils sont noyés sous les chiffres des importations de masques en Chine qui permettent d'éviter de répondre aux vraies questions si ces masques sont destinés au système de santé ou aux entreprises, enfin de garder un certain flou. Et puis il y aura une autre question ensuite, mais je vous laisse déjà répondre à celle-ci, qui était donc à quelles informations venant des pouvoirs publics peut-on se fier et doit-on remettre en question tout ce qui est communiqué? Si je peux répondre un peu brièvement, je pense que Jacques Manin avait raison tout à l'heure pour de dire qu'on a de la chance quand même d'avoir des communications, alors qui sont assez régulières au niveau, par exemple, du directeur général de la santé, puisqu'elles sont quotidiennes. Donc ça, c'est une bonne chose, ça nous permet de travailler, ça nous permet de pouvoir aller creuser. Après, il faut décrypter, il faut enquêter, il faut décrypter, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quels chiffres nous sont donnés. Quand il y a du jargon, par exemple, c'est un peu basique de le dire, mais il y a des choses qui peuvent être dites et qui ne sont pas forcément évidentes au premier abord pour le grand public. Donc, notre travail, c'est aussi de le décrypter et d'expliquer. Et puis après, il faut aussi expliquer ce qui se cache derrière les chiffres qui sont donnés et ceux qui ne sont pas donnés. Et là, en l'occurrence, par exemple, sur la question des EHPAD, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, beaucoup de journalistes et d'autres personnes d'ailleurs pressaient pour que le gouvernement puisse communiquer à ce sujet. Et on a bien vu à quel point le gouvernement était un peu embêté, puisque, et ça on l'a appris, il n'avait pas, en tout cas sur la question des outils, travaillé sur comment pouvoir recenser et du coup communiquer autour des EHPAD. Donc, se fier, c'est comme tous les chiffres qui nous sont donnés d'ailleurs soit par le gouvernement, par des autorités publiques ou soit par des personnalités privées. Il faut les prendre, il faut les décrypter et il faut pouvoir regarder ce qui se passe derrière. L'idée, ce n'est pas d'être dans la méfiance totale vis-à-vis, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, vis-à-vis du gouvernement, mais c'est d'abord d'expliquer et puis de pouvoir essayer de comprendre ce que les chiffres veulent dire, à la fois au moment où ils sont dits, ce qu'ils veulent aussi dire de la politique et de la stratégie ou des stratégies qui sont menées par les autorités depuis le début, et de pouvoir raconter à l'instant T ce que ça veut dire de la stratégie tout simplement gouvernementale, en tout cas pour la France. Oui, je pense que c'est un bon réflexe en général à avoir de savoir comment sont collectés des chiffres, de comprendre un peu, de contextualiser en fait des chiffres et de... Il faut avoir un mot à l'esprit, c'est communication. Le gouvernement est en permanence dans la communication. C'est-à-dire les chiffres ne sont pas forcément faux. Mais effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec Nassira. Il faut voir dans quel contexte ils sont donnés, quels sont les chiffres qu'on ne donne pas. Souvent, ils ont plus de sens que les chiffres qu'on donne d'ailleurs. Et puis surtout, décrypter aussi la sémantique.
C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, on vous parle de pont aérien entre la France et la Chine pour ramener des masques. Il y a 4 avions par semaine. Si ça, c'est un pont aérien, je ne sais pas ce qu'est un pont aérien. Oui. Marc, est-ce qu'on a une autre question? Ouais, on a une autre question c'est quelqu'un qui s'interroge pour savoir s'il y a des enquêtes en cours sur la réindustrialisation de la France, puisque cette crise montre que certaines productions doivent échapper aux règles du marché, ne serait-ce que pour assurer les équipements nécessaires. Et la personne fait référence aux masques, aux bouteilles d'oxygène utiles aux hôpitaux. J'allais dire, c'est l'actualité qui le couvre, ça, chez nous. Il y a des sujets tous les jours autour de ça, ou régulièrement en tout cas autour de ça, autour des annonces, etc. Donc on verra dans un deuxième temps, là encore, qu'est-ce qui est de l'ordre de la communication, qu'est-ce qui est de l'ordre de la réalité. C'est là que nous, on interviendra pour faire les comptes peut-être. Mais on a plus travaillé sur le pourquoi de la désindustrialisation et pourquoi on en est arrivé à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, plus que sur les effets d'annonce. On va créer ça, on va construire ça, on va laisser un peu de temps peut-être pour décrypter tout ça. Est-ce que Nassira Amounia, vous vouliez compléter? Non, mais je pense que je partage. Je pense que c'est une question de timing, quoi, de temporalité. Je pense que ces questions-là, elles seront décryptées et enquêtées plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des lobbies sur la question, par exemple, de la production médicamenteuse en France, qui travaillent largement à pousser le gouvernement à relocaliser en France des productions de médicaments. Et on peut parler éventuellement du travail de Martine Orange à Mediapart, qui a travaillé sur Luxfer, qui est une entreprise qui a une usine en France et qui fabrique des bouteilles d'oxygène et qui est occupée par les salariés là, depuis début janvier. Oui. Et certains élus politiques français appellent à ce qu'elle soit nationalisée justement pour défendre un secteur stratégique. Donc voilà, on a aussi quelques enquêtes de confrères et de consoeurs ici en France. Et puis on a une autre question qui vient d'arriver, qui est celle qui demande comment peut-on comprendre, comment peut-on expliquer que dans le Nord, enfin dans les pays du Nord, les chiffres de décès sont mis en avant, alors que dans les pays du Sud, c'est plutôt le nombre de contaminés qui est mis en lumière? Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais déjà, il y a un problème de comptabilisation et de transparence dans beaucoup de pays, dans le Sud comme dans le Nord. Dans le Nord aussi, hein, oui. Finalement. Voilà, de comptabilisation de nombre de décès aussi, comme Nassira le disait, comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple, par rapport aux EHPAD, etc., et comment on teste et on comptabilise le nombre de morts. Maintenant, c'est sûr que dans certains pays, il doit y avoir moins de tests et moins de comptabilisation de ces décès-là, c'est-à-dire qu'il y a une absence de confiance qui s'installe pour certains gouvernements, comme on voit en Chine aussi. Personne ne croit aux chiffres donnés par la Chine, et en termes de nombre de décès notamment. Et donc, il y a une vraie défiance, et on le voit aussi dans certains pays asiatiques, comme aux Philippines, comme ailleurs. Il y a une vraie défiance par rapport aux autorités en place sur la réalité de la crise. Et on la voit aussi en Algérie, au Maroc. En Algérie, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Et d'ailleurs, l'Algérie aujourd'hui est très problématique en termes de répression et de reprise du pouvoir, c'est-à-dire que l'impossibilité de manifester et le fait que les journalistes soient mis en danger et que des médias soient interdits, etc., pendant cette crise-là, montre qu'il y a encore beaucoup à faire dans certains pays dits autoritaires ou qui sont sur la voie de l'autoritarisme. Et donc tout ça est lié en fait, c'est-à-dire que l'absence de transparence, la répression, le fait de ne pas donner, je ne pense pas que ce soit forcément lié au pays du Sud, mais en tout cas c'est une politique qui est certainement volontaire, beaucoup plus qu'un manque de moyens dans ces pays-là. Juste une chose sur la question de la communication en France contaminée et décès. Il y a ce que nous, journalistes, on fait comme travail et qui est évidemment relié et ce qui est visible. Mais par exemple, les conférences de presse du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, ne commencent pas du tout par la question de la France ou de la question des décès. Il commence tout le temps, à chacune de ses communications quotidiennes, il commence par faire un topo sur la situation mondiale. D'ailleurs, souvent, ça lui est reproché par un certain nombre de journalistes comme étant une manière de noyer le poisson et de relativiser en fait la contamination française. Donc, évidemment, après, en termes de
comment dire, de travail et de résultats de nos travaux journalistiques, ce qui ressort, c'est les décès et les contaminations, parce que c'est ce qu'on a envie de savoir. Mais en termes de communication officielle, c'est pas du tout l'acteur général de la santé, qui d'ailleurs utilise des mots extrêmement jargonneux en parlant de solde positif, solde négatif, etc., pour ne pas parler tout simplement de mort ou de personnes contaminées. Donc voilà, il faut aussi faire la part des choses entre effectivement, comme le disait Jacques Monin tout à l'heure, la communication officielle et ensuite le travail que nous on en fait par la suite. Mais après, on peut lui reprocher tout ça, je suis d'accord avec toi. Cela dit, les chiffres sont donnés pour le coup. On a et les morts et les contaminés. Voilà. C'est à nous d'aller voilà, faire le tri là-dedans. Mais au moins faire le tri. Ouais. Je crois que c'est le mot de la fin, du coup, vraiment aller derrière la communication, faire le tri, remettre en contexte. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé. Et surtout, merci Nassira et grand bravo à Nassira, journaliste indépendante avec 3 enfants qui travaillent depuis chez elle. Et voilà, j'enverrai la vidéo à tout le monde après. Et voilà, bon courage à tous. À bientôt. Merci, au revoir.